Bonjour et bienvenue chez Math, le podcast de discussion échiquienne de la revue Route 64. Aujourd'hui, conversation avec Maxime Lagarde. Avec lui, nous revenons sur le championnat d'Europe par équipe, sur sa partie contre Esipenko qui donne le point de la France contre la Russie. Nous parlons bien évidemment d'Alireza Firouzja et en toute fin de podcast, plein de bons conseils pour les amateurs que nous sommes. Alors on s'est retrouvé un jour avant le début de la compétition en fait. D'habitude il y a un entraînement, mais là avec le Covid c'est trop compliqué. Plus Ria qui prenait le temps de tout le monde. Donc du coup on est parti J0 et on jouait J+1 quoi. Alors ça se décide la veille, tout ce qui est stratégie. On attend les appareillements et une fois qu'on a les appareillements, on décide qui va jouer. Parfois c'était pas simple de savoir qui allait jouer parce que vu qu'on est 5 joueurs, il y en a tout le temps un qui sort et en fonction des couleurs, etc. Même si personne n'a été très demandeur sur les couleurs. C'est-à-dire que moi j'ai eu beaucoup de noirs, je ne posais pas de problème, c'est pour l'équipe, on s'en fout. Comment ça se passe? C'est la veille. Qui est tout puissant? C'est le capitaine à la fin. Même si Sébastien, qui était le capitaine, est quand même très ouvert à la discussion, donc il demande quand même beaucoup l'avis des joueurs, etc. Notamment Firouzja qui a donné son avis contre la Russie. Par exemple, la stratégie de la Russie, je ne sais pas si on va parler plus tard, mais c'était faire nul rapidement sur les derniers. Donc déjà, savoir qui joue entre Jules et moi pour faire nul, parce qu'on n'a pas un style de jeu qui aime bien faire nul rapidement. Donc là, on était obligé de faire ça. Il se trouve que ça s'est pas passé comme prévu. MVL avait les blancs contre Dubov, il devait pousser. Et Firouzja qui était on fire faisait ce qu'il voulait de toute façon. Firouzja, on va pas lui dire quoi faire. Et finalement ça s'est pas passé comme ça, mais le fait qu'on ait utilisé cette stratégie peut-être a joué en faveur du match par exemple, parce que Esipenko, moi je jouais Esipenko, j'ai cherché à jouer très solide et je pense que ça l'a énervé un peu et à un moment c'est parti. Et du coup c'était très complexe. MVL avec les blancs il avait vite pas grand chose et Alireza avec les noirs était moins bien, souffrait. Du coup on devait jouer quelque part, il y a que mon échiquier où il se passait pas grand chose mais ça pouvait jouer. Parce que mine de rien, Esipenko était dans le même cas que moi, il voulait jouer aussi parce que c'était assez complexe sur ce qui se passait à côté. Et à un moment, c'est vite parti en position tranchante. Après, il faut voir la partie en tête quand j'ai joué B4 et tout ça. Et après, il n'y avait plus de retour en arrière. Donc on jouait pour 3 résultats, notamment dans le Zynot, où il a sacrifié une qualité. Et après, c'était super complexe. Et j'ai réussi à attendre le contrôle de temps dans une position gagnante. Donc après, j'ai trouvé les gains. Mais j'étais tellement sûr d'être gagnant que... Tu t'es pas fait peur finalement? Je me suis pas fait peur. En fait, la position était très complexe, mais c'est le genre de position où j'arrive facilement à... Beaucoup plus facilement qu'une position positionnelle où je suis gagnant, mais il faut être technique. Là, c'était gagnant, mais tranchant et clair, concret en fait. Donc du coup, j'étais assez serein sur le fait que j'étais gagnant, il suffisait de calculer un peu. Oui, c'est ça, une fois que ça bascule, pas de conneries. Et ça non, mais une fois que j'atteins le 40e, je sais que je suis gagnant et je vais trouver quoi. Ça se fait le matin et le soir en fait. C'est-à-dire qu'on avait un préparateur à la maison en France qui était Adrien Demuth. Et donc le soir, dès qu'on sait l'équipe, alors on ne sait pas exactement qui on joue, mais on peut deviner. Et du coup, on commence à chercher et à envoyer à Adrien, moi c'est ce que je faisais, en tout cas je sais pas comment gérer les autres, ce qu'on pense jouer et quelle variante il doit bosser, etc. Donc lui il bosse la nuit. Donc c'est beaucoup de travail pour lui aussi. Et le matin, donc durant la nuit, il nous envoie. Et le matin, on peut réviser le fichier, lui reposer des questions, etc. Donc c'est comme ça que ça se passe en fait. Parce que l'appariement nominatif, tu sais que tu vas jouer la Suisse ou l'Autriche, mais tu vas jouer tel joueur, c'est à quel? C'est à 10h je crois. À 10h le matin? 10h du matin, ouais. Et l'appariement de l'équipe c'était à 22h. Moi je me suis pas du tout intéressé à mon Elo, là je pensais vraiment qu'à l'équipe de A à Z. D'ailleurs j'ai perdu plein de points Elo parce que j'ai joué un style un peu différent de celui que je joue en Open, j'ai pris moins de risques. Bon ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, le fait de ne pas se permettre de prendre trop de risques. Parce que si on perd une partie après ça va trop vite. Du coup quand j'avais les noirs, je cherchais juste à faire nul pour garder 2 blancs contre un blanc. Et c'est pour ça que sur le papier on a fait beaucoup de contre-perfs, Jules, moi et Baki, quoique Baki a pas trop fait de nul, il a surtout fait victoire et défaite. Mais en soi, c'est parce qu'avec les noirs, on cherche beaucoup plus à être solide et du coup, on fait plus de nuls. Moi, j'avais au début, 5 noirs, 1 blanc, et donc du coup, c'était très mal commencé. Et après, quand on joue par équipe, on s'intéresse pas du tout à notre elo perso.
Qu'est-ce que tu peux dire de Ali Reza dans une première sélection d'équipe de France? Bah, il est très sympa. Je pense qu'il était très content d'être là parce qu'on l'a intégré assez facilement. L'équipe de France, elle est assez facile à intégrer parce on est tous ouverts. Je pense qu'il a passé un très bon moment. D'ailleurs, s'il n'avait pas passé un très bon moment, je pense pas qu'il aurait fait 8 9. Parce que mine de rien, c'est un génie, mais l'ambiance d'équipe joue, hein. Enfin, je veux dire, en compétition par équipe, tout se repose pas sur le jeu. C'est aussi sur l'ambiance, c'est aussi sur le capitaine, comment il remotive les troupes, etc. Donc Ali Reza, moi j'ai trouvé très sympa, le père très sympa aussi, tous très sympas. Il y a eu une très bonne ambiance, on a même fait jouer au mini ping-pong à un moment. Alors après, il était un peu plus dans son monde que nous, enfin, évidemment, parce que nous on se connaît depuis plus longtemps, on parle français, même s'il parle français, on parlait plus anglais avec lui parce que c'est peut-être plus naturel. Puis même, enfin, genre, c'est tellement un génie qu'on on va pas le forcer à venir passer du temps pour jouer tarot. Donc non, mais très sympa. J'espère. À mon avis, il est motivé pour rejouer en équipe de France. Et puis l'anecdote, c'est qu'à un moment, il voulait sortir parce qu'il se sentait fatigué. Et là, c'est un exemple du capitaine qui décide tout. Et le capitaine lui a dit non, tu joues. Et ça l'ennuyait un peu. Bon, il a joué, il a gagné. Et à partir de ce moment-là, il a voulu tout jouer et il a fait vite ça. Donc comme quoi le capitaine quand même impose même à Ali Reza. Parce que lui, en fait, il voit les choses différemment, il a une connaît... capacité de mémorisation incroyable. Déjà, il connaît tellement de choses. Vraiment, il a qu'à 18 ans, il a une culture générale. Ouais, mais une culture des ouvertures, des idées, etc., des préparations qui est assez élevée. Et après, je sais pas, il sait bien où placer les pièces, genre ça lui vient. Comme Carlsen, quand on voit où il sait placer les pièces et tout ça. Son sens positionnel. Ouais, il a un sens, ouais, c'est ça, c'est instinctif. Mais il suffit de le voir jouer en blitz, en rapide, c'est le nouveau Fischer. C'est parti, c'était vraiment très créatif, très, très impressionnant. Puis même, il a une façon de jouer, il est très concentré. Vraiment, c'est dur à dire. Genre, je sais pas, c'est un génie quoi. Alors justement, comment on peut expliquer si tu dis c'est un peu comme Fischer, si on peut, pour les gens qui nous écoutent, toi qui l'as vu de près, le style d'Ali Reza, c'est quoi? Bah, c'est assez polyvalent, il est très bon dans tout ce qui est magouille. Mais qu'est-ce que t'entends par magouille? Dans tout ce qui est tactique un peu fourbe, je sais pas comment expliquer, mais en même temps, dans les parties qu'il a jouées, il a pas trop fait ça. Donc c'est-à-dire il sait bien où placer les pièces en fait. C'est surtout ça en fait. Il sait vraiment comment placer les pièces pour. Ça ressemble un peu aussi à Carlsen. Carlsen, oui, il a un peu. C'est un peu Carlsen en moins fort en finale. Je pense que c'est le gros point faible d'Ali Reza, les finales. Bon alors après à son niveau hein, évidemment, mais en plus fort tactiquement, en tout cas en créativité tactique. Parce que nous effectivement, enfin vu de l'extérieur. Il y avait un petit côté Magnus dans le sens où il n'y a rien pendant des dizaines de coups sur la position, et ça joue, et à un moment on se dit, comme par hasard, c'est Mamediarov qui craque, qui trouve pas le coup. Ouais, mais ça par exemple, il va réussir à le faire, il n'y a rien, mais dans des positions où il y aura encore les dames, où il peut encore créer des trucs tranchants. Tandis que Magnus, lui, il peut le faire dans des finales où il n'y a rien. Magnus est quand même meilleur, je pense encore, aujourd'hui, mais ça va se jouer dans pas longtemps, pas grand-chose. Cette idée qu'avec les Noirs, on est encore désavantagé, ça reste vrai. Ah, bien sûr. De toute façon, il suffit de voir les parties entre ordinateurs, il n'y a que des gains blancs, il n'y a jamais de gains noirs. Enfin, il n'y a que des nuls ou des gains blancs. Il n'y a jamais de gains noirs. Donc il y a beaucoup plus de nuls, évidemment, parce que c'est un jeu parfait, mais en tout cas, il ne me semble pas avoir vu déjà un match entre ordinateurs en gain noir. Trégoubov m'avait dit ça, Pavel Trégoubov. Quand on a les blancs, on cherche à obtenir quelque chose avec un petit plus, sans risque. Et avec les noirs, on cherche à créer un déséquilibre. Ça peut être une stratégie. Moi, c'est ce que je fais aussi. Avec les noirs, je cherche à créer un déséquilibre qui t'aide moins bien, mais au moins ça joue. Et avec les blancs, essayer de prendre moins de risques pour pas perdre. Alors, par exemple, Jules, on en a parlé, il a une nouvelle stratégie, c'est jouer la Petrov. Parce que c'est tellement plat que les blancs vont essayer de profiter de leur tempo de moins et ils peuvent facilement se faire contrer. Et le déséquilibre peut arriver au milieu de partie. Ils peuvent se faire contrer en fait. Et j'ai remarqué ça aussi avec on appelle ça la française d'échange, où j'ai des très bons scores avec les noirs, avec la française d'échange, alors que j'ai un temps de moins. C'est parce que les blancs vont chercher à prendre l'avantage, et à un moment je vais changer de coup, ça sera plus symétrique et ça va déséquilibrer. En fait, l'idée c'est ça, c'est à partir du moment où les blancs doivent valoriser la couleur blanche en jouant pour le gain, le déséquilibre peut intervenir. Et c'est généralement comme ça que je perds mes parties avec les blancs aussi. C'est parce que je sais que j'ai les blancs, donc je cherche à pousser et je vais perdre parce que en face c'est trop solide.
pourquoi ces ouvertures un peu exotiques, on ne les trouve absolument jamais à haut niveau? Parce qu'elles sont vraiment faibles, elles sont préparables. Parce qu'elles elles sont trop égales, voire moins bien en fait. Par exemple, B3, on peut se retrouver moins bien rapidement avec les blancs. En fait, là, c'est une conception où il faut vraiment comprendre les échecs. C'est pourquoi B3 on peut se retrouver moins bien. C'est parce qu'à un moment, E5 avec C6, D5, le fou sera mal placé en B2, il n'aura pas de perspective, etc. On n'occupe pas le centre, ou je sais pas. Le call, comment ça s'appelle? System call, bon, on peut difficilement se trouver moins bien, mais il n'y en aura rien du tout avec les blancs. C'est ça. Oui, à part attendre la gaffe. Donc, ça, si c'est pour faire un nul, on peut trouver des choses où on pousse un petit peu avec les blancs. Donc c'est-à-dire que s'il y a une faute avec les noirs, on peut prendre un avantage. System call, à un certain niveau, on n'arrivera pas à pousser, quoi. Alors qu'est-ce que tu conseillerais toi à un joueur moyen entre 1500 et je crois 1800 d'avoir plutôt un répertoire, on va dire classique, espagnol, italienne, sicilienne, Petrov, parce que finalement si ces grandes lignes-là, on les voit tout le temps, c'est qu'elles sont solides. Ou alors non, attention, il faut les connaître par cœur parce qu'il y a toujours des demi-pièges à l'intérieur, ou aller chercher des répertoires plus exotiques. Non, répertoire exotique, sans hésitation. Moi je pense jusqu'à 2000, même plus tard, même jusqu'à 2000. Moi j'ai un élève qui est de 1900, jeune, je lui fais un répertoire exotique, comme tu dis. Donc c'est-à-dire un répertoire tranchant, qui connaîtra bien, qui est objectivement pas extraordinaire si on joue contre un 2800, évidemment. Mais à son niveau, il va mettre beaucoup de points. Donc non, il vaut mieux chercher quelque chose de tranchant. Par exemple, même des gambis qui sont pas bons ou réfutés par des ordinateurs, mais que personne ne connaîtra. Oui, c'est ça. D'ailleurs, oui, c'est ça. Nous, faut pas qu'on se fasse, intoxiquer non. À jouer comme vous, parce que. Faut surtout pas s'inventer une vie, à vouloir connaître 40 coups de théorie sur ça sert à rien du tout. Et si on joue contre un joueur plus fort, de toute façon, il changera et il vous battra. Donc. Alors, un répertoire exotique avec les blancs, c'est quoi? C'est des gambis, c'est E4 et après il faut trouver des sous-lignes sur chaque coup. Gambis du centre. E4, je sais pas, E4 Gambi Mora par exemple, si on connaît bien, ça peut poser des problèmes. E4 E5, j'ai de la viennoise ou des trucs comme ça, quoi. Carreau Cannes. Oui. Non, enfin, ça se trouve. Aller chercher, c'est ça. Aller chercher des. Et avec les noirs alors? Avec les noirs. On bétonne un peu plus au début. Avec les noirs, tout dépend. Ça peut être la française. C'est plus dur d'être exotique vraiment avec les noirs. De faire des gambis avec les noirs, c'est un peu plus dur. Gambis géniche, mais ça, il faut connaître un peu plus. Sur D4, ça peut être le Benko, par exemple. C'est très bien le Benko, à un certain niveau. Même Benko à haut niveau, c'est pas si nul. Hein. Donc des trucs vraiment dynamiques pour poser des problèmes rapides. Et les répertoires un peu universels qu'on nous propose, jouer D6 contre tout. C'est pas bête si on connaît bien. D'accord. L'idée c'est de bosser un peu. L'idée c'est de bien connaître en fait, même si c'est pas bon objectivement, c'est quand même de bien connaître les plans qui vont avec. Les plans, les idées. Vaut mieux connaître quelque chose de pas bon que jouer sans connaître quelque chose de. Enfin, à un certain niveau, j'entends.